Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Là je suis très bonne humeur parce que celle-ci, je suis trop excitée. Alors ça fait longtemps, franchement je ne saurais même pas vous dire depuis quand j'ai pas filmé de vidéo comme ça. Donc vous l'avez vu au titre. J'ai regardé beaucoup de séries récemment, de films, de documentaires, de plein de choses sur Netflix et Prime Video. Et c'est vrai que souvent dans les favoris, je vous donne quelques séries que j'ai regardées, tout ça. Et depuis quelque temps je ne vous en parle plus parce que je voulais vous faire une vidéo dédiée. Je voulais tout condenser dans une seule vidéo parce que souvent on me demande qu'est-ce que je regarde en ce moment, tout ça. Donc voilà, je pensais que c'était bien. Je pense que si ça vous plaît, alors je vous promets pas 1000%, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, je vous ferai mon top 3. Je pourrais vous faire ça, donc mettez-moi un like, comme ça je saurai si ça vous dit, ou mettez-moi un petit commentaire, comme ça je saurai, sinon je fais pas. Voilà, c'est à votre demande. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, il y a des trucs romantiques, il y a des documentaires spirituels, il y a des séries à suspense, on va parler de pandémie, du stress et aussi de documentaires sur des personnes célèbres, comme moi en tout cas je suis sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite, on commence la vidéo, c'est parti. Alors on va commencer sur Netflix, sur Prime, maintenant ils font plein de trucs. D'ailleurs je vais vous mettre juste là tout ce que vous m'avez conseillé de regarder sur les deux, Netflix et Prime. Du coup comme ça je saurai quoi regarder pour la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses sur Prime Video, vous m'avez mis. Alors on commence par Sex Life. Alors Sex Life, j'ai une amie qui m'en a parlé, je ne sais plus qui. En tout cas, ça donnait grave envie. Je vais vous lire à chaque fois le petit résumé. Alors, Sex Life. L'histoire est celle de Billy, incarnée par Sarah Sahali, une femme au foyer qui suffoque dans son quotidien de mère et d'épouse parfaite. Elle remet en question son mariage avec Cooper, joué par Michael Vogel, et se met à repenser à Brad, incarné par, le magnifique d'ailleurs, Adam Demos. Sachez que dans la vraie vie, ils sont en couple, sans spoiler. Un ex avec qui elle a vécu une passion dévorante. Voilà. Donc, Sex Life. Alors, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de sexe. C'est-à-dire que tu ne regardes pas ça avec tes parents. Ça ressemble un peu à 365 DNI, si vous avez vu 365 DNI. Quand à la fin, ils partent complètement en cacahuète. J'ai adoré. Genre, au-delà du sexe, de machin, l'histoire en soi, je trouvais ça vraiment cool. Enfin, de montrer une femme qui est mariée, qui, maintenant a sa vie de famille, tout ça, mais sa vie sexuelle n'est pas la même avec son mari, elle repense à son ex. Toujours l'ex qui est dans les parages. Genre, peu importe dans ta vie ce que tu fais, où t'habites, il revient toujours un jour ou un autre. Toujours. Bref, c'est ce qui lui arrive. Elle est là entre la passion ou la stabilité. Le mari va péter un plomb quand il va savoir ça parce que forcément il va avoir envie d'avoir les mêmes performances sexuelles que l'ex. En tout cas, c'est une série, enfin le couple, moi je trouvais le couple hyper fusionnel et tout, l'ex, comme beaucoup de séries, je tape sur Google et là je vois ils sont ensemble dans la vraie vie et je crois même que c'est dû à la série, ça m'étonne même pas. Les musiques de la série, parce que les musiques sont incroyables, je faisais que chasamer et tout le long de la série. Ça c'est ma série, ce que je vais vous présenter, histoire d'amour un peu hot. D'accord, c'est pas que histoire d'amour, c'est histoire d'amour un peu hot. Et ça se regarde très vite. Il n'y a qu'une saison, ça se regarde très vite. Je sais pas s'il y aura une saison 2 parce que vu comment a fini la saison 1, d'ailleurs j'étais pas prête. Ça se laisse regarder. Voilà. Seul ou avec ton date, ou avec ton mec. Petit conseil d'amis. Qui a tué Sarah? Alors ça, si je l'ai regardé il y a longtemps, il y a quelques mois avant les vacances d'été. Donc là, vous regardez ma vidéo, on va rentrer dans l'automne. Mais bon, si vous l'avez pas vu, je vous en parle quand même, sinon tu peux passer. 18 ans plus tôt, la jeune Sarah meurt d'une chute de parachute ascensionnelle lors d'une sortie avec sa bande d'amis. Son petit ami Rodolfo risque d'être accusé. Le père de celui-ci, César Lecciano, demande au frère de Sarah, Alejandro dit Alex, de s'accuser à sa place car il ne risque qu'une peine légère. Alors, qui a tué Sarah? Ce qui m'a conseillé, je pense que à chaque fois c'est vous qui me conseillez quasiment toutes les séries, et ma soeur l'avait vue, et c'est surtout ma soeur qui m'avait dit Jen regarde c'est ouf, elle l'avait fumé. C'est exactement ce que j'ai fait en 2 jours, j'étais à fond dans la série. Qui a tué Sarah, c'est 10 000 cliffhangers. En fait tu vas accuser tout le monde dans le truc. D'ailleurs quand je suis partie en vacances cet été et que je voyais les parachutes ascensionnels, parce que ça commence comme ça là, elle meurt comme ça, c'est épisode numéro 1, je spoil rien. Je me disais, oh là là, à chaque fois je repense à ça. Et ça, j'en ai fait quand j'étais petite avec ma meilleure amie. Enfin, j'avais 18 ans, du coup, 16 ans, je ne sais plus à quel âge on fait ça. Déjà que j'avais peur à l'époque. Oh là là. Bref, je pensais quoi, qui a tué Sarah? Tu dis c'est machin. Enfin, t'élimines tout le monde. Après, tu repenses que c'est le truc qui a tué Sarah. Bref,
Ça rend dingue. En plus, c'est un truc entre les familles. Ça me fait penser un petit peu à un mélange entre Dynasty, Reine du Sud, au niveau des mélanges des clans, tout ça. Bon, l'acteur, le frère de Sarah, n'est pas dégueulasse, je tiens à dire. Qui va tomber amoureux du vous verrez qui dans la série, ce qui est un petit peu problématique. Mais c'est toujours comme ça, les histoires qu'on adore à la Roméo et Juliette. J'adore ce genre de série où tu vois que les personnages, tu les penses sympathiques ou méchants, et en fait ils ont tous des doubles faces. C'est typiquement ça. Vers la fin, c'est vrai que le dénouement se fait, ça va vite et lent à la fois, et là tu te dis ah ouais, j'y ai pensé. Ah ouais, d'ailleurs pour tester votre intuition, c'est des très bonnes séries ça. Moi à chaque fois, comme dans Mon amie Adèle, j'avais déjà deviné la fin, et là j'avais déjà deviné la fin. On s'y attend pas. Pour le coup, je sentais un petit peu venir le truc, mais c'est le genre de série où tu t'y attends pas, ça te rend ouf dès le début, tu veux savoir, c'est pour ça que tu la regardes en 2 jours, 2 saisons. Voilà, elle ne méritait pas d'être tuée, mais dans un sens, vous pouvez aller voir pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ouais, c'est très prenant cette série. Je vous en parle d'une autre tout de suite, qui est aussi prenant dans le même délire, un petit peu thriller psychologique. Et là, c'est une que j'ai regardée, que j'ai fini la semaine dernière, qui s'appelle Clickbait, sur vos conseils. Alors, petit résumé. Dans la série, la famille de Nick, Adrian Grenier, va tenter de sauver ce dernier, kidnappé et menacé de mort. Après sa disparition, Nick réapparaît sur le web dans une vidéo tenant une pancarte où l'on peut lire « J'abuse des femmes ». D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est écrit sur la pancarte, c'est j'ai violé, je crois, des femmes, ou j'ai tué des femmes, je sais plus. Enfin bref, il a fait plein de trucs à plein de femmes. Ça commence comme ça, en tout cas, il y a sa sœur qui va être la première alertée par un petit jeune avec qui elle travaille, je crois que c'est à l'hôpital. Et elle va dire mais c'est pas mon frère sur la vidéo, mais non il est au boulot. Après elle l'appelle, il répond pas. Elle appelle sa femme, il est marié, il a des enfants. Elle dit mais non il est au boulot. Bref ils se rendent compte qu'il est pas au boulot et qu'il est bien du coup séquestré. Donc ils appellent la police. Là vous verrez que le policier, elle l'a rencontré quelque part pas longtemps avant. Et bref ça fait encore un petit truc à la Roméo et Juliette. Donc là il n'y a qu'une saison. Je vous dis ça parce que c'est hyper rapide à regarder. C'est hyper stressant parce qu'en plus, je me dis, c'est le genre de truc qui peut très bien se passer sur le dark web et tout. Quelqu'un qui est séquestré à 5 millions de vues, il tue la personne en fait. Voilà, ils ont un décompte de fou pour trouver où il est. Ils vont être aidés ou pas aidés, c'est même tout l'inverse, par des petits jeunes pour retrouver. C'est un petit peu une chasse à l'homme de fou. C'est pas juste il a été enlevé, il s'est passé 1 milliard de trucs. Il va falloir deviner qui sont les coupables. Et alors par contre là, il va falloir chercher assez loin. Mais en fait, on va découvrir que Nick, il avait un passé assez trouble. Et dans ce passé assez trouble, en fait, ce qui est très compliqué à comprendre, et jusqu'à la fin, parce que là même, je suis en train de regarder la fin, parce que j'ai eu du mal à comprendre, savoir s'il était si clean que ça. C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont raison de l'enlever ? J'ai vraiment raison d'enlever quelqu'un, mais bon, des bonnes raisons en tout cas, ou pas raison. Il y a une histoire de profil aussi sur les réseaux sociaux, quasiment tout part de là. Ça, vous allez vraiment comprendre au dernier épisode. Et c'est ce dernier épisode où j'étais dans mon canapé, en train de bouffer des gâteaux, que je vois ce que je vois. C'est-à-dire que la personne qui a orchestré, en quelque sorte, ça, enfin orchestré pas tout, parce que je vous dis, c'est en plusieurs étapes. Quoi ? Mais j'étais pas prête. Puis à la fin, j'étais comme ça, mais non, mais... cours et tout. Enfin, bref, ce genre d'épisode, j'étais un peu comme ça dans Qui a tué Sarah aussi, d'ailleurs. Mais dans Clickbait, ça m'a encore plus choquée, je vous assure. Parce que c'est pas le genre de profil, tu te dis, fais ça. Clickbait, alors là, c'est peut-être mon truc préféré de tout ce dont je vous parle. Non, en fait, tout. Bon, tout. Mais vraiment, regardez là, celle-ci. Je vous en ai jamais parlé, mais si vous me suivez sur Instagram, Peekaboo Blog, l'application Headspace, que moi j'ai découvert il y a peut-être 2 ans, 1 an, je sais plus. En tout cas, moi je paye un abonnement à l'année sur mon téléphone. Là, j'avoue, je m'en sers plus trop. Soyons clairs et honnêtes. Par contre, quand j'ai vu qu'ils ont sorti carrément sur Netflix un truc, j'ai dit mais qu'est-ce qui nous sort de la méditation sur Netflix ? Franchement, j'ai pas compris. Et après, quand tu lances, en fait, le truc, c'est des animés, en fait, des animés. Mais le kiff. Alors, pour le coup, il faut être chez soi ou il faut avoir téléchargé Netflix sur son téléphone, ce que moi je fais. Je regarde dans le train, du coup, quand je prends le train ou l'avion. C'est trop bien. Ils en ont sorti 2. Donc, il y a le Headspace normal. Il vous explique la méditation et tout avec des... Franchement, les dessins, c'est hyper reposant. Le son, tout est reposant. Vraiment, je vous conseille. Mais ils en ont sorti un pour le sommeil, qui est trop bien. Et que j'avais mis en vacances. Je suis partie avec mon amie Sharon en vacances. Et je lui avais mis un soir pour dormir. Parce que moi, je galère à dormir. Et elle, on dormait ensemble. Et elle se réveille pendant la nuit. Et c'est trop marrant d'ailleurs parce qu'il y avait un épisode sur ce sujet-là, qui expliquait pourquoi on se réveille la nuit, pourquoi on dort plus tôt ou plus tard que les autres. Hyper intéressant. Et en plus de ça, ça te donne envie de dormir de fou ce documentaire. Ils nous disent chaque épisode déconstruit les fausses vérités, propose des astuces sympathiques et s'achève sur un exercice de relaxation guidé. Et ça, je kiffe. À chaque fin d'épisode, vous avez vraiment un exercice de relaxation et franchement, pour le coup,
tu t'endors tout de suite. Et ça, c'est le kiff pour les insomniaques, les gars, ou quand t'es trop stressé, le lendemain, t'as un truc chiant au boulot. Mettez ça pour dormir sur la télé, sur votre téléphone, sur la tablette, on s'en fout, c'est trop bien. Après, encore une fois, vous avez l'application, vous pouvez payer à l'année, mais pour le coup, si vous avez un abonnement Netflix, bah, vous payez rien non plus, vous regardez ça, même plusieurs fois, on s'en fout, et c'est trop bien. Ensuite, parlons un petit peu de pandémie. Alors, on n'est pas sur une serve, mais elle va pas me censurer avec sa putain de bannière, j'espère, en tout cas YouTube. À propos du Covid, Julia m'avait conseillé, il y avait pandémie, faut que je le regarde. J'ai commencé à regarder, mais je me suis endormie, j'avoue. Il y en a un autre, elle m'avait dit, ah, toi qui as du mal à tenir les séries, les trucs et tout. Elle me dit, c'est des séries qui sont, enfin des épisodes qui sont brefs. D'ailleurs, ça s'appelle En bref. Donc ça, vous avez sur différents sujets. Il y en a un qui s'appelle En bref, coronavirus. En 2020, le monde a changé. Cette série très actuelle étudie la pandémie du coronavirus, les efforts pour la combattre et les moyens de gérer son impact psychologique. Alors ça, c'est très très bien fait aussi. C'est en plusieurs épisodes, mais du coup, c'est très court. Et en fait, je pense qu'on a été quand même beaucoup à regarder des vidéos YouTube, à essayer de s'informer un peu comme on pouvait. Enfin voilà, après, moi je pense qu'il faut vraiment prendre ce qu'on a envie de prendre et laisser le reste. Si on ne croit pas à ce qu'on nous dit sur un sujet, enfin, le prenez pas. Fin de l'histoire, hein. Personne n'a la vérité absolue à part au-dessus de nous, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai kiffé parce que ça explique super bien chaque chose. Donc c'est en 3 épisodes. Vous avez le premier, donc c'est la pandémie actuelle. Donc sachant que chacun dure à peu près une vingtaine de minutes. Donc le premier, ils vous disent hein, comment le coronavirus a-t-il déclenché une pandémie globale transformant radicalement la vie de tous. Une analyse sur les données du Covid-19 par des experts. Donc là, tu as vraiment le côté scientifique et là, j'ai appris plein de trucs. L'épisode numéro 2, c'est la course au vaccin. Aujourd'hui, les labos mondiaux rivalisent pour produire un vaccin contre le Covid-19 en un temps record. Voici ce qui les attend dans cette entreprise sans précédent. Là, encore une fois, voilà. T'es pour le vaccin, t'es pas pour le vaccin, mais tu vas prendre beaucoup de choses dans tous les cas. Et le dernier, c'est comment gérer le stress. On a tous été beaucoup stressés. Je vous ai parlé pour la première année l'année dernière de CBD que j'ai découvert en pleine pandémie, donc c'était parfait, j'ai envie de vous dire. Et voilà, comment on a un peu tous géré notre stress, peur, anxiété, insomnie. D'ailleurs, ça va avec Headspace. Le monde entier souffre du stress occasionné par la pandémie. Découvrez l'origine de ces réactions et les mécanismes pour y faire face. Très intéressant, vraiment. Voilà, c'est en bref, c'est 3 épisodes et ça parle de tout ce qu'on cherche un peu partout et du coup résumé brièvement. Parlons encore une fois du stress. Je vais être plutôt bref encore une fois, sur le sujet parce que j'étais un peu déçue pour le coup celui-ci. Ça s'appelle Loin du stress avec Mathieu Ricard. Donc Mathieu Ricard, je vais vous lire un petit peu ce qu'il nous dit sur Wikipédia parce qu'en fait c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup. Et il y a un documentaire sur lui sur Netflix, c'est un essai, c'est un photographe français. Après l'obtention d'un doctorat en génétique, il devient moine bouddhiste tibétain. Il réside principalement au monastère de Setchen au Népal. Il écrit plusieurs livres d'ailleurs, Plaidoyer pour le bonheur, Plaidoyer pour l'altruisme, L'art de la méditation, celui-ci j'ai trop envie de le lire, Le moine et le philosophe, L'infini dans la paume de la main, Pourquoi méditer, enfin bref, il écrit plein de livres. En fait je regarde tout en français maintenant parce que j'estime que maintenant tout ce qui peut être en français, c'est pour me reposer Netflix. Et à l'époque, quand on n'avait pas le choix, enfin, on n'avait pas le choix, je vais regarder en avance. Quand j'étais petite, il n'y avait pas tout ça, tout Netflix et tout. Donc, je téléchargeais en anglais, je mettais les sous-titres en français, donc j'apprenais plus vite l'anglais, c'est sûr. Mais là, tu passes ta journée de boulot, t'es fatiguée, t'as pas envie de réfléchir. Voilà. Et en fait, ça m'a dérangée parce que c'était un jour où j'étais vraiment fatiguée, je la regardais et il y avait les sous-titres en français, je crois. Je suis même pas sûre. Si, j'imagine. Et c'était en anglais et j'avoue ça m'a gonflé. Déjà ça m'a gonflé. Moi je me dis le mec il est français, le truc il est en anglais, ça m'a gonflé. Déjà. Donc le résumé. Un documentariste anxieux se lance dans un voyage passionnant en compagnie de 2 moines dont l'un est surnommé l'homme le plus heureux du monde, donc qui est Mathieu Ricard. Donc on va voir quelqu'un qui est très stressé par la vie, qui est accompagné de sa femme d'ailleurs, et ils vont voyager tous les deux. D'ailleurs ils vont aller au Pérou, mon rêve d'aller là-bas. Des décors incroyables où à chaque fois que je vais en Argentine, je me dis faut que j'aille là-bas, mais il y a eu le Covid et là les frontières sont fermées. Et en fait, il va essayer d'apprendre comment se sentir moins stressé à côté de l'homme le plus heureux du monde. Moi, je suis très tout ce qui est bouddhisme. Et là, j'ai pas ressenti toute cette culture en fait, de bouddhisme. Je l'ai pas ressenti. La zen attitude, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est pour vraiment les débutants pour le coup. Je dis ça, mais je suis débutante aussi. Peut-être parce que je ressens beaucoup les gens et je sais pas, je sais pas, hein, même à travers la télé, je sens. Moi, personnellement, ça m'a pas... Ses discours étaient très bien. Par contre, il n'y a rien à dire. Ce qu'il dit, ses livres, à mon avis, sont très intéressants. Ses méthodes sont bien aussi. Mais d'ailleurs, même dans le reportage, le mec, là, le documentariste,
il dit qu'il fait que de le suivre, je sais pas, dans la forêt, mais forcément c'est pour apprendre des choses, hein. C'est comme un peu Lengchi, mon Miyagi, hein. Elle veut m'apprendre plein de choses, donc il y a plein de choses qu'elle va pas me dire, faut que tu fasses les choses, donc il dit ah mais j'apprends rien et tout, c'est ce qu'il y a dans le reportage. Même moi je me suis sentie comme lui, je serais vénère et tout. Après je dirais parce que Lengchi me fait pareil aussi, c'est des façons d'apprendre au final à lâcher prise et tout, mais... Bah, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas envie de le critiquer, le pauvre Mathieu, puis j'aime bien ce qu'il fait et il a des bons discours. Mais en fait, c'est juste que le documentaire en soi, je m'attendais à un truc mieux. Je sais pas. J'ai plus appris, c'est con ce que je vais dire. Avec le film qui est une histoire vraie, un livre à la base, Mange Prix M, qui était fait avec Julia Roberts, tout ça, qui est une histoire vraie. La façon d'apprendre, tout ça, que là. Donc c'est un peu mon flop de cette vidéo. Mais je voulais vous en parler parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui l'ont regardé. Vous faites des screens quand je vous en parle en story. Bah dites-moi ce que vous en avez pensé. On termine par 2 documentaires sur les célébrités. Donc la première, je vais commencer avec Olivier Rousteing, donc, qui est donc le directeur artistique de Balmain. Donc il y a eu un documentaire qui est sorti cette année qui s'appelle Wonder Boy, ça fait pas longtemps. La bande-annonce m'avait trop donné envie. Balmain, moi j'ai toujours bien aimé, mais c'est vrai que depuis il est là, il n'y a qu'à voir, hein, il a fait sa petite armée en mode Kim Kardashian, tous les Kardashians, toutes les stars, les Jennifer Lopez, les Beyoncé, les Rihanna, Olivier Rousteing. Donc la marque elle a pris un coup de jeune et il vous explique dans le reportage, il est arrivé en quelques années, Balmain a pris 6 fois son chiffre d'affaires en l'espace de pas longtemps, en tout cas depuis qu'il est là, c'est un truc de fou. Et le mec, je sais pas, il est arrivé, il avait 24 ans, enfin voilà, une histoire de fou. Donc là, on va le suivre dans sa vie intime. Il faut savoir qu'il a été adopté, Olivier Rousteing. On va le suivre dans sa vie intime à la recherche de ses parents. Donc vraiment, on rentre vraiment dans son intimité. Mais on va aussi rentrer dans son travail. Donc vous avez un petit peu les deux dans le reportage. C'était tourné sur très longtemps. Je pense que ça a été tourné sur au moins 4 ans. Ouais, maintenant que j'y pense, c'est un mec qui est très créatif. Vraiment, qui taffe tout le temps. Il m'a fait penser à moi dans 10 000 situation. Je vous explique. En fait, c'est marrant parce que dans le reportage, donc vous allez voir voyager, tout ça, et on le voit à une soirée L'Oréal Balmain, je sais pas si vous en souvenez, et j'y étais à cette soirée. Et je l'ai vu à cette soirée, du coup. Il y avait Kris Jenner qui était avec lui, il y avait Kendall, il y avait peut-être Hailey Baldwin, et les Bieber. Enfin bref, tout gratin, quoi. Et je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce qui se la pète. J'avoue, hein, je m'étais fait la remarque. J'avoue, moi je suis pas une mytho. En voyant les dessous, en fait, et tu vois dans le reportage que moi-même j'étais à ce truc-là, ça m'a fait rire. Mais en fait, le mec, humble, de ouf. Mais de ouf. Tu le vois avec ses grands-parents, rentrer pas longtemps, hein, alors qu'il bosse de ouf. Dans la petite maison, trop content d'entrer dans le canapé avec mamie. Elle lui donne son petit Doliprane parce qu'il est pas bien, truc et tout. Et sa vie qui est à l'opposé de ça, en train de mettre des habits à Gillo. D'ailleurs, Gillo, elle par contre, je l'ai trouvée gentille. Dans le reportage, elle a pas l'air gentille du tout. Le pauvre Olivier, j'ai envie de vous dire. C'est un mec qui est très solitaire, au final. Qui se méfie, à mon avis, de beaucoup de monde. Et il a bien raison, vu le milieu que c'est, le milieu de la mode à Paris, en tout cas. Mais qui est très aimant, très triste, en fait. Ça m'a fait trop de la peine pour lui. J'ai trouvé ce reportage hyper touchant. J'avais qu'une envie, c'est qu'il retrouve ses parents. Tu te sens vraiment proche de lui, quoi. Et ouais, ça m'a fait changer d'avis, en tout cas, sur lui. Même si je suis pas du genre à juger les gens au premier abord. J'ai kiffé regarder ce reportage. Il mérite beaucoup de choses bien, ce mec-là. Il a beaucoup de choses. Il est millionnaire, il a une maison de fou, il a... Voilà. Mais quand il te manque... Quand même s'il a une famille extraordinaire, hein, vous voyez dans le reportage, il te manque ça... Oh là, je comprends. Moi-même, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de l'aider. Je vous jure, j'ai envie de l'aider. Olivier Rousteing avec Lengchi. Je suis sûre, elle serait là à réalignerait son âme, à pourrait l'aider sur ses origines, parce qu'elle l'a fait avec une amie à moi. Je ne savais pas qu'elle avait des origines mongoles. Et je dit, si, elle a des origines mongoles. Et elle me regarde, dit, bah oui. Et là, elle me parle d'adoption, tout ça, mon amie et tout. Je dis, mais je savais pas. Comment Lengchi a pu voir ça dans son sang, quoi. Incroyable ce reportage, vraiment, je vous le conseille. Moi, si on faisait ce genre de reportage sur ma vie, je serais tout le temps en train de pleurer. D'ailleurs, il pleure dans le reportage à un moment. Qu'est-ce que j'ai chialé avec lui. Oh. Et ce que j'ai oublié de dire, et dans le reportage que je vais vous dire juste après, qui est sur Prime, donc celui sur Chiara Ferragni Unposted, c'est que c'est des gens qui sont partis de rien. Pour le coup, des gens talentueux, qui sont partis de rien, qui ont toujours cru en eux. Ces 2 reportages, je vais vous parler de l'autre juste après, ils m'ont donné une force mentale. J'ai envie de faire 1000 trucs et j'ai du mal à me lancer dans des trucs pour... Pas 1000 raisons, mais il y a eu le Covid, on fout des blocages. Du coup, j'avoue, cette année, j'étais un petit peu... J'ai envie de faire plein de trucs et je suis ralentie. J'ai perdu mon grand-père, j'ai plein de trucs, je suis ralentie en fait. Mon appart et j'ai plus la force après. Et quand je vois ce genre de reportage avec Olivier Rousteing ou Chiara Ferragni, bah purée, je vais vous dire, ça te fout un coup de bam bam qui te dit mais tu peux tout faire. Et en plus en voyant ces reportages, je me suis dit mais j'en suis déjà arrivée là. Ça veut dire là vous regardez cette vidéo sur YouTube et là je vis de ça, de ce que vous êtes en train de regarder et je trouve ça mais incroyable. Et ça je me le dois qu'à moi en fait. Et je suis pas en train de me lancer des fleurs mais eux c'est pareil. Et c'est quand tu y crois et que tu bosses fort,
c'est triste à dire, mais tu t'arrêtes jamais. Hein. Vous allez voir, ils ont des vies assez... voilà, même si vous voyez que des vidéos qui vous divertissent, derrière, en amont, c'est des planifications, des sorties, des trucs, H24, ça poste, ça déposte, ça... Ça, on ne voit pas, mais en tout cas, du coup, dans les reportages là, vous allez voir plus, surtout dans celui de Chiara Ferragni, c'est sans fin. Bref, moi, ça m'a donné une motivation de fou. Dans celui de Chiara Ferragni, quand je dis c'est sans fin, parce que pour le coup, elle fait mon travail qui est influenceuse. Hein. Sauf que Chiara, elle a des milliards d'euros et 10 millions de sociétés. Hein, maintenant, c'est la première influenceuse mode, hein, Chiara Ferragni, qui est italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai son compte Insta, là, avec des millions d'abonnés. Donc, première influenceuse mode au monde, révèle comment la révolution numérique a changé le monde des affaires, de la communication, de la mode, de la culture, à travers un portrait d'elle en tant que femme et entrepreneuse digitale. Au moment où je suis en train de vous parler, ce matin, je vois quoi ? Parce que j'ai fini le reportage hier soir. Elle a sorti, je crois, l'année dernière, ou début d'année, je ne sais plus. Elle va nous faire une série sur Amazon Prime. Alors, au moment où je vous parle de ça, j'étais là, mais purée. Parce que déjà, quand je regardais le reportage, je me suis dit, la meuf, elle gère sa carrière. Maintenant, elle a 2 enfants, elle gère ses gosses, le mari. Son travail d'influenceuse. Derrière, elle a plein de sociétés. Il explique dans le reportage. Dans le reportage, elle rencontre Paris Hilton, qui est genre sa pote, et elle raconte à Paris que le livre que Paris Hilton a chez elle, c'est le premier livre que Chiara a acheté et qui lui a donné envie de partager sa passion. Et donc elle rencontre son idole qui au final tous les deux sont devenus idoles l'une de l'autre. Et elle arrive à tout gérer et en même temps à tourner ce reportage sur Amazon Prime. En même temps qu'elle pose... Enfin bref. Et franchement, elle a tout mon mérite. Et à un moment, je me suis vraiment dit... En plus, elle a trouvé l'homme de sa vie. Il faut savoir que Chiara, elle est sortie avec un mec qui était son associé. Et on apprend dans le reportage qu'il lui a fait à l'envers et tout. Alors je vous dis pas comment ça doit être entre les deux. Parce qu'il est connu quand même, son ex et tout sur les réseaux. Ricardo qui sort avec une autre influenceuse, une française, qui est enceinte d'ailleurs aussi. Je pensais pas que Chiara était aussi forte psychologiquement et je pensais pas qu'elle était aussi vulnérable à la fois. Et dans le reportage, on va voir un peu les deux. Celui qui m'a le plus touchée, c'est quand même Olivier Roustin. Parce que lui, c'est quelqu'un de très sensible avec son passif, ça se voit de fou. Chiara, elle a quand même plus la tête sur les épaules. Elle résiste fort quand même à la critique. Moi aussi, j'en parlais avec un ami hier. Il m'a dit, Jen, je peux pas faire ça parce que je vais pas supporter la critique sur les réseaux. Pourtant, c'est un mec. Et je lui avais dit, mais... Et alors ? Je pars du principe que jamais de ma vie, jamais, écoutez-moi bien, j'ai pris mon téléphone dans la story de quelqu'un, que ce soit moi Piquebou, moi Jennifer, moi Avance, tout ce que je fais et tout, et critiquer, insulter, être méchant. C'est un truc que je ne conçois pas de base. Donc pour moi, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont petits, qui sont sans intérêt, qui sont mesquins, inintéressants, et leur vie sont pathétiques. Il en reste pas moins que, comme elle dit si bien dans le reportage, elle a géré très bien ses partenariats, elle pourrait travailler avec 15 millions de trucs, elle le fait pas parce qu'elle a son intégrité, qu'elle veut garder, et ça m'a trop fait penser à moi. Je pourrais me faire encore des milliers d'euros et je refuse parce que je veux garder mon intégrité et le respect des gens qui me suivent en fait tout simplement. Et quand tu la vois craquer parce qu'il y a des trucs qu'elle dit pas et elle se retient, ou l'image de son enfant, elle le montre pas, dans tous les cas, tout ce qu'elle fait, elle est jugée. Et au quotidien, c'est dur et elle veut, à côté de ça, aider les gens. C'est une plateforme de partage, par exemple, à parler d'Instagram. On est là pour le partage. En fait, c'est pas juste t'es là pour montrer ta tête, de l'ego, je fais des selfies et tout. Bah non. Et c'est pour partager des trucs. Ce qu'elle raconte avec son accouchement, vous voyez à la fin du reportage. Et je trouvais ça trop... Oh, c'est si bien résumé. Regardez-le, regardez la façon dont elle le dit. Et vous allez voir. Vous allez comprendre peut-être un peu plus des influenceurs. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais comme moi, Chiara, à la base, elle est juste blogueur. C'est un nouveau métier. On a commencé, c'était au début, il n'y avait même pas Instagram. D'ailleurs, elle raconte, elle était sur Flickr, moi aussi j'étais sur Flickr, sur Skyblog et tout. Il y a un plan trop mignon à la fin d'être petite. Ah, ça vous laisse là-dessus, vous allez voir, c'est trop... Ça veut tout dire. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mon top Netflix de tout ce que j'ai pu regarder dernièrement, que je vous parlais plus en favori. Je pense que ça vous a plu quand même. Laissez-moi un petit like si c'est le cas. Partage à tes amis. Voilà, s'ils n'ont pas d'idée quoi regarder en ce moment sur Netflix. Moi j'ai plus de salive. Dites-moi si vous avez vu des séries dont j'ai parlé ou pas, lesquelles vous donnent envie dans les commentaires. Partagez vos séries, même vos films du moment sur tout. Juste j'ai pas Disney+, je regarde pas trop les dessins animés. L'année dernière on était pas mal confinés pour l'hiver, normalement cette année ça devrait aller, mais bon ça sent beaucoup de Netflix. Suivez-moi ici sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Regardez que vous êtes toujours abonné parce que ça désabonne en bas, c'est Instagram automatiquement. Activez la petite notif sur YouTube si vous voulez informer dès que je sors une nouvelle vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un top 3. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, mes séries ou mes films du moment si vous regarderez ou si ça vous intéresse pas. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon film, bonne série.